Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, il a ses signatures. Il y aura donc bien un bulletin de vote à son nom le 23 avril pour le premier tour de la présidentielle. Fabien Amias, vous recevez François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine, l'UPR. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Alors on ne vous connaît pas beaucoup, je vous présente brièvement. Vous avez 59 ans, diplômé de HEC, inspecteur des finances. Vous avez notamment travaillé auprès de Charles Pasqua, rejoint puis quitté l'UMP. Votre parti, l'Union populaire républicaine, l'UPR, a déjà d'ailleurs été représenté dans certaines élections en 2014, les européennes, départementales, municipales, où vous n'avez pas dépassé 1,6%. Alors pour mieux vous connaître, votre parti, c'est combien d'adhérents, François Asselineau ? Écoutez, là on va très bientôt franchir les 18 000 adhérents, mais en ce moment, et depuis l'annonce des 524 parrainages, on est sur un rythme de 300 adhérents par jour en moyenne, c'est beaucoup. Ce sont ces adhérents qui financent votre campagne. Et quel est votre budget de campagne d'ailleurs ? Alors nous sommes financés exclusivement effectivement par les adhérents et les donateurs, avec la limite légale qui est de 7 500 € maximum par personne et par an, ce qui est rare malheureusement. Nous avons 0 € d'emprunt auprès de banques, ce qui nous distingue complètement déjà de Madame Le Pen ou de Monsieur Mélenchon par exemple, qui tendent la CBI auprès des banques. Et puis on a un budget qui est de l'ordre d'environ 1 800 000 € pour la présidentielle et les législatives, ce qui est très peu par rapport à ce que font d'autres candidats. Mais nous ne dépendons que du peuple français et j'y mets un point d'honneur. Vous aviez souhaité vous présenter en 2012, mais vous n'aviez pas eu à l'époque suffisamment de parrainage, de signatures. Comment est-ce que vous avez fait cette fois-ci ? Quelle a été votre démarche qui vous a permis de convaincre ceux qui vous ont apporté leur caution ? À l'époque, notre mouvement était tout petit. En 2012, il y avait 600 adhérents. Là, je vous l'ai dit, nous avons dépassé les 17 900. On va franchir les 18 000 dans la journée. Donc ça, c'est la première chose. On a eu beaucoup plus de démarcheurs et puis surtout les idées que je développe, c'est-à-dire la nécessité absolue de sortir au plus vite de l'Union européenne et de l'euro, était très mal perçue il y a encore 5 ans. Maintenant, avec l'affaire du Brexit, et vous voyez ce qui vient de se passer au Royaume-Uni, pas plus tard qu'hier, eh bien, d'un seul coup, maintenant, ça libère la parole et la pensée en France. Alors, on va venir au cœur de votre projet, Monsieur Asselineau. Simplement pour terminer votre portrait, très rapide, pardonnez-moi, mais il faut vraiment que les gens sachent qu'ils écoutent. Parmi vos mentors politiques, qui on peut citer ? J'ai lu De Gaulle, Séguin, Chevènement même. Oui, c'est un peu ça. Oui, Charles de Gaulle, Philippe Séguin. D'ailleurs, si vous reprenez le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale en 92, qui circule sur Internet, vous verrez qu'il avait extraordinairement raison, disons à 98%. Alors, le cœur de votre projet que vous présenterez tout à l'heure dans la journée, il repose sur un triptyque: sortie de l'Europe, sortie de l'euro, sortie de l'OTAN. Alors c'est un peu comme le Canada Ride, ça a l'odeur du FN, le goût du FN, mais c'est pas le Front National. Dites-nous, pourquoi vous vous présentez ? D'abord, je ne sais pas pourquoi toujours les gens me parlent du Front National et ne me parlent pas de M. Mélenchon. Parce que finalement, M. Mélenchon et Mme Le Pen, sur les questions européennes, disent à peu près la même chose. La différence qu'il y a entre moi... Donc vos idées sont déjà représentées ? Non, parce que d'une part, ce sont des partis extrémistes, alors que nous, je mets au défi quiconque de trouver la moindre trace d'extrémisme, ni dans notre charte fondatrice, ni dans le programme que j'ai conçu, mais deuxièmement, parce que aucune de ces personnalités ne propose de sortir de l'Union européenne de façon juridique et sereine par l'article 50, ce que vont faire les Britanniques. Ça a été voté hier. Enfin, dans le projet de Marine Le Pen, il s'agit de poser des conditions à l'Europe et si elles ne sont pas respectées, de sortir de l'Union au terme de 6 mois après un référendum. Donc finalement, la finalité est la même. En tout cas, quand on l'écoute, ça fait pas beaucoup d'ambiguïté. Le projet de Madame Le Pen, je suis désolé, d'abord il évolue constamment. C'est un projet qui, par exemple, en 2012, lorsque moi j'ai créé ce mouvement politique depuis 10 ans, je dis toujours la même chose. En 2012, Madame Le Pen ne parlait même pas de l'euro dans sa profession de foi. Il n'en était même pas question. Donc en fait, Madame Le Pen, qui est un mouvement populiste, s'adapte en permanence aux évolutions de l'opinion publique. Mais Madame Le Pen n'a jamais fixé de date précise pour organiser son référendum. Et puis on ne sait pas quel en sera le contenu, ni à partir de quand elle considérera qu'elle a obtenu gain de cause. En réalité, la politique de Madame Le Pen, je nous propose du Cameron. Cameron aussi, il avait proposé de réformer l'Europe et puis un référendum à la clé. Et Monsieur Mélenchon, lui, il propose un plan A, un plan B, un plan C. On n'y comprend plus rien. La seule chose qu'on comprend, c'est qu'il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Ce serait une sortie immédiate de l'Union européenne et par conséquent de l'euro. Je rappelais tout à l'heure votre formation économique, HEC, inspecteur des finances, ça veut dire que vous êtes sorti dans les tout premiers de délégué en intelligence économique à Bercy, ce qui prouve avec une formation économique solide. Comment est-ce que vous pouvez défendre rationnellement donc une sortie de l'euro qui
mènerait vraisemblablement, selon la plupart des études, mais enfin j'imagine que vous allez me dire l'inverse, à un appauvrissement des Français, à une disparition de leur épargne, à un renchérissement de notre dette. Mais vous plaisantez. Si c'était ça, je ne le proposerais pas. Ça fait partie de la propagande. Ça fait partie de... C'est ce que d'ailleurs les Britanniques, ils appelaient... Alors eux, ils n'étaient pas dans l'euro, mais ils appelaient ça... Ils avaient trouvé un mot assez marrant. Ils disaient Project Fear. C'est-à-dire que c'est tout simplement agiter l'apocalypse. Moi, je vais vous dire, l'apocalypse, c'est maintenant. Parce que selon l'INSEE, tous les jours qui passent en ce moment en France, il y a 1000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Tous les jours, il y a un agriculteur qui se suicide en France. J'ai regardé cette affirmation parce qu'elle est très frappante. Elle est dans votre projet. L'INSEE, pardonnez-moi, monsieur Asselineau, ne dit pas ça. Ils disent que, j'ai regardé, entre 2004 et 2014, il y a eu 1 million de personnes qui sont passées sous les 60% du revenu médian, c'est-à-dire le seuil de pauvreté. Ça fait 300 par jour. C'est déjà malheureusement beaucoup trop, mais on n'est pas dans les chiffres affreux que vous venez de donner. Non, mais parce que dans l'accélération, c'est en ce moment en train de s'accélérer. Reprenez les dernières données justement sur 2013 et 2014. Il y a une accélération. On est entre 800 et 1000 personnes par jour. Je suis désolé. Et d'ailleurs, ça n'est pas spécifique à la France. Regardez ce qui se passe en Grèce, où la situation est absolument catastrophique. Regardez ce qui se passe en Italie, en Espagne, au Portugal. J'ajoute d'ailleurs que notre chômage ne fait que grimper. Il ne fait que grimper, président après président, il ne fait que... il y a des rémissions, progrès, oui, pour 6 mois, mais sur la tendance lourde, il ne fait que grimper. Voilà. Alors, malheureusement, le chômage ne fait que grimper depuis des années. Lorsque François Mitterrand avait prononcé sa fameuse phrase contre le chômage, on a tout essayé. L'euro n'était pas encore en place, donc ça n'est pas lié à l'euro, tout ça. Et vous le savez, vous, très bien. Non, mais je persiste et signe. Regardez, par exemple, dans les pays de l'Union européenne, dans les pays d'Europe, quels sont ceux qui se portent le mieux? C'est la Suisse, l'Islande et la Norvège qui ne sont pas dans l'Union européenne ni dans l'euro. Et dans l'Union européenne, quels sont ceux qui se portent le mieux? Ce sont le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni qui ne sont pas dans l'euro. Voilà. Donc, écoutez, il est très difficile en quelques instants d'expliquer aux auditeurs les méfaits de l'euro. Moi, je vous annonce, je vous signale que si nous restons dans l'euro, c'est là qu'il va y avoir la catastrophe, parce que il risque d'y avoir une sortie de l'Italie, et ça risque de créer des centaines de milliards d'euros de troubles, enfin de déficit pour la BCE que nous devrons éponger. Écoutez quand même ce que disent les prix Nobel d'économie à travers le monde. Joseph Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie américain, a dit dans le magazine Fortune, il y a quelques semaines, il a dit que le 2017 serait peut-être l'année de l'explosion de l'euro, et il avait dit il y a quelques années, ce sont ceux qui sortiront le premier de l'euro qui se porteront le mieux. Il a attiré l'attention sur les risques de l'euro, mais contrairement à ce qu'on lui prête souvent, il n'a jamais préconisé la sortie de l'euro, Joseph Stiglitz. François Asselineau, pour mieux vous connaître et pour continuer, est-ce que vous êtes un candidat, vous savez, ceux qu'on appelle les complotistes, qui se méfient du monde entier, qui veut que la France se replie sur elle-même? J'ai vu que vous dénonciez fortement les États-Unis, que vous disiez même que les pères fondateurs de l'Europe, Schuman et Monnet, avaient été financés par la CIA. Ça rapproche furieusement les thèses un peu délirantes qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça. Alors, écoutez, j'ai déjà parlé de ça hier soir sur TF1. On va pas commenter. Les personnes qui sont intéressées trouveront sur notre site internet des dizaines de vos confrères de toutes les téléradios. Mais justement, c'est intéressant parce que vous en avez parlé sur TF1. Vous avez cité par exemple un article qui dit que Jean Monnet a été financé par la CIA. Et cet article d'Historia dit justement qu'il a refusé les sous que la CIA lui avait proposés. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant. Je cite notamment le magazine Historia. Je cite également bien d'autres choses. Moi, je voudrais bien qu'il y ait un débat national. À la limite, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat sur ces questions? Et d'ailleurs, pourquoi, rappelez-vous ce que disait François Mitterrand à Georges-Marc Benamou dans son livre Le Dernier Mitterrand. Georges-Marc Benamou a dit « La France est en guerre et les Français ne le savent pas ». Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Ça a paru chez Plomb, Omnibus, 1997. Débattons de ces derniers propos de François Mitterrand. Voilà. Pourquoi est-ce que ce débat est interdit en France sur qui est-ce qui se passe, quelles sont les données, les tenants et les aboutissants de la construction européenne et de l'OTAN? Vous préconisez dans votre projet économique des nationalisations. Combien d'entreprises et pour quel coût global? Alors, c'est ça, là, vous qui citez François Mitterrand, ça ressemble furieusement à 1980. On ne peut pas dire que les nationalisations avaient amené à la prospérité économique. Non, mais le programme que j'ai présenté va beaucoup moins loin que le programme du commun de la gauche qui prévoyait la nationalisation de toutes les banques, ce que je ne propose pas, et la nationalisation de très nombreuses industries, ce que je ne propose pas non plus. Combien alors? En revanche, ce que je propose, moi, c'est le maintien des grands services publics à la française, auxquels les Français sont très légitimement attachés, c'est-à-dire, mais d'ailleurs la plupart sont encore en main publique. C'est EDF, GDF, la Poste, la SNCF, la sécurité sociale pour tous les Français dont on inscrira le principe sécurité sociale publique dans la Constitution. Mais alors qu'est-ce que vient faire par exemple une entreprise comme TF1 là-dedans que vous citez? Vous voulez aussi nationaliser? Oui, je veux renationaliser. Je veux déprivatiser TF1 parce que je ne touche pas ni à BFM TV ni à iTélé News, mais parce que TF1 c'est la première chaîne de télévision française, c'est la chaîne qui a le plus d'impact sur la formation de l'opinion publique. Et donc il faut que l'État ait un contrôle sur la première chaîne de télévision française. Mais vous savez, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni, la BBC
ici, c'est ce qui se passe au Japon avec la NHK. C'est tout à fait. L'anomalie ne serait pas de revenir à ce Un système. dernier mot, François Asselineau. Vous avez travaillé un programme qui a toutes les apparences du sérieux, mais alors pourquoi est-ce qu'on voit fleurir des choses un peu étonnantes? Je vois une initiative planétaire pour interdire le puçage des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, parce qu'actuellement, mais écoutez, je peux vous dire que quand je traverse la France et que je présente ça, j'ai beaucoup d'applaudissements parce que regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Australie, en Belgique. Tous les jours, vous apprenez que des entreprises sont en train de proposer à leurs employés d'insérer à l'intérieur de leur corps une puce RFID pour prétendument faciliter leur entrée et la sortie dans l'entreprise ou pour aller au restaurant d'entreprise. Est-ce que vous voyez le type de société vers lequel on est en train d'aller si maintenant nous avons des puces RFID dans le corps? Merci beaucoup François Asselineau. Merci. Et c'est vrai qu'on avait passé un reportage il y a quelques jours en Belgique, où des salariés volontaires pouvaient avoir une puce pour rentrer qui leur servait de badge d'entrée et de sortie dans leurs entreprises. Demain, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera l'invité de la matinale d'Europe 1 de 7h30 jusqu'à 9h. Europe 1, il est 8h28.